et le dernier, la rémunération. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je serai le modérateur de ce webinaire et en parallèle, je suis un business developer au sein de l'organisme de formation 3eSchool. Pour notre webinaire, nous aurons trois intervenants qui sont spécialistes de ce domaine. Le premier sera Jean-Michel Tessier. Bienvenue à toi, Jean-Michel. Le suivant sera Imran Hanif. Et le dernier, Domingo Correa. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le sommaire de notre webinaire sera composé de 4 parties. La première partie sur les enjeux du métier de testeur logiciel. Le second, les réalités de la formation. Le troisième qui va suivre, ce sera les bonnes pratiques pour construire son projet de carrière. Et pour terminer, les évolutions possibles du testeur manuel. Donc pour notre première partie, on va inviter Jean-Michel Tessier qui pourra se présenter et nous en dire un peu plus sur les enjeux du métier de testeur logiciel. Merci Pierre. Bonjour à tous. Tout à l'heure, je suis désolé, mon micro a été coupé. Donc moi, je suis Jean-Michel, je suis en charge de l'activité testing d'une société qui s'appelle Océan Consulting. Je suis entre autres responsable des activités projets et delivery dans cette organisation-là. Et plus particulièrement vis-à-vis de ce webinaire, je suis aussi formateur dans l'équipe 3eSchool sur des aspects ISTQB. Donc, je vais vous parler des enjeux du métier du test. Donc, déjà, avant de vous parler de ce contexte-là, je voudrais juste revenir sur un petit peu l'historique du métier du test. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est lié à l'évolution de l'écosystème des applications, parce qu'il y a deux grandes phases en fait dans cette étape-là. C'est qu'avant les années 2000, le test était un peu mis de côté dans les applications, puisqu'on développait surtout des applications dans le contexte interne des entreprises. Et depuis l'avènement de tout ce qui est le web, et donc avec les applications e-commerce, les applications SaaS, et où tout le monde va utiliser des applications sur le net, le besoin de tester est devenu de plus en plus fort. Donc, depuis les années 2000, on voit une vraie transformation dans les métiers du test et encore plus depuis les années 2010, où là, il y a vraiment eu un pic d'activité assez fort sur ces sujets-là. Donc ça, c'est un petit historique déjà sur le sujet. Plus concrètement, après, merci Pierre. Donc, plus concrètement, pourquoi le test? Déjà, avant de parler de test, il faut parler des enjeux qui sont derrière. L'enjeu le plus ultime qu'il soit pour une entreprise, c'est de pouvoir satisfaire ses utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes. Donc, on va parler d'enjeux qualité. Et le test est un moyen, entre autres, pour arriver à obtenir ces enjeux qualité. Donc, c'est pour ça qu'on va parler du test à différents aspects, sur les tests déjà fonctionnels. Donc, c'est est-ce que l'application fait ce qu'elle doit faire, mais aussi sur son comportement. Donc, on va parler de tests de performance, on va différencier différents types de tests. Et donc, ça devient des éléments de plus en plus importants. Enfin, c'est des éléments importants. Merci Pierre. Donc, quels sont les rôles et responsabilités du testeur? Ils sont très larges. Déjà, avant de comprendre ce qui est un test, je vais vous reparler de l'objectif du testeur, c'est de trouver un maximum de défauts et de défaillances dans un produit. Donc, trouver une défaillance, ce n'est pas simplement aller sur une page web et de dire elle ne marche pas. Trouver une défaillance, c'est beaucoup plus subtil. Ça demande un effort beaucoup plus important, puisque tout le monde serait testeur dans ces cas-là. C'est un travail très fin qui va demander aux testeurs d'analyser de manière spécifique tous les documents liés au comportement de l'application. Donc, par exemple, sur une application fonctionnelle, je vais prendre le contexte d'un système d'achat. Et quand j'achète des produits en ligne, je vais avoir des problématiques sur la gestion des stocks, sur le prix, toutes taxes comprises et autres. Et donc, on a plusieurs taux de TVA, des 5%, des 20%. Et vous, en tant que client, si vous achetez un produit sur lequel il n'y a pas le bon taux de TVA, si vous attendiez un taux de TVA à 5% plutôt qu'à 20%, vous n'allez pas être satisfait. Donc, voilà. Donc, le testeur va avoir deux axes importants dans son activité. Le premier, c'est de travailler de manière très proche avec le product owner.
pour bien, généralement le product owner, ou en tout cas les équipes AMOA, donc ceux qui spécifient le produit, pour s'assurer que toute la définition du besoin est claire. Il va devoir préparer tous ces cas de tests en lien avec les spécifications, donc déterminer des priorités, savoir exactement ce qui doit être testé, donc tout un processus. Si je prends un site e-commerce, toujours la même chose, c'est je m'inscris, je commande, je vais sur mon tunnel d'achat. Et puis, une fois que j'ai fait mes tests, je vais devoir écrire les défaillances que j'ai trouvées, donc tous les défauts, et donc pouvoir discuter avec le développeur de l'ensemble des éléments que j'ai testés et sur lesquels je ne suis pas en phase avec le résultat obtenu. Et donc ça, c'est vraiment la responsabilité du testeur, donc c'est d'être en lien avec le PO pour s'assurer que tout est bien défini et avec les développeurs pour finaliser la partie correction. Donc, et généralement, on parle d'une cérémonie qui s'appelle les 3 amigos, dans lequel on va retrouver le développeur, le testeur et le PO. Merci Jean-Michel pour ton intervention. Du coup, on va laisser la parole à Domingo qui pourra se présenter et nous parler de la réalité de la formation. Merci Jean-Michel, merci Pierre. Donc effectivement, cette introduction nous permet d'aller plus concrètement dans notre problématique entre mythe et réalité. Qu'est-ce que le métier de testeur? Ça permet d'avoir déjà une vue générale. Donc concernant, je vais gérer plutôt les aspects formation, les aspects formation professionnelle continue au niveau de différents organismes de formation, au niveau de différentes offres de formation. Que ce soit en test logiciel ou dans d'autres parcours, toujours dans le domaine de l'informatique. Et l'idée, c'est aujourd'hui de se dire, voilà, moi j'écoute ce webinaire, ou alors moi j'ai un projet de reconversion, quelles sont les bonnes pratiques, comment je prépare ce projet-là, ou pendant que je suis dans ce projet, comment je fais pour optimiser mes chances finalement d'acquérir un maximum de compétences et d'avoir la bonne valeur, entre guillemets, sur le marché de l'emploi par rapport à mon parcours de reconversion. Donc, cet échange-là, on va le structurer en 3 parties. Donc, la première, on va voir la partie préparation. Merci Pierre de passer à la slide suivante, afin de prendre les bonnes ressources ce qui vous permettra de vous préparer au take-off. Donc le take-off, on va l'appeler le décollage, et le pré-take-off, ce sont les conditions préalables à ce décollage. Donc la base, de toute façon, quand on a son projet de reconversion, c'est de se renseigner. Ça va de soi. On ne fait pas une reconversion parce qu'on a entendu dire qu'il y avait une opportunité. On ne fait pas une reconversion parce qu'on a un ami qui a fait une reconversion ou un membre de la famille. On le fait parce qu'on est convaincu. Pour être convaincu, il faut se renseigner sur le métier. Donc, si on parle de test, qu'est-ce qu'un testeur? Qu'est-ce qu'il fait? Ses activités quotidiennes? Quels sont les outils qu'il va utiliser? Quelles sont les technologies sur lesquelles il va être amené à travailler? Où est-ce qu'il travaille? Comment est-ce qu'il travaille? Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes. Et vous verrez même que pour ceux qui solliciteront, on le verra juste après, un financement de la part de Pôle emploi, votre conseiller va vous demander qu'est-ce que le métier de testeur? Parce que souvent, il ne va pas nécessairement le savoir. Quelles sont les réalités, etc. Donc, pour pouvoir être convaincant, il faut que vous-même, vous soyez convaincu. Et pour être convaincu, il faut se renseigner. Donc moi, ce que je vous conseille à tous, et ce qu'on conseille à ceux qui vont faire des formations, que ce soit avec ProSchool ou d'autres organismes de formation, c'est d'échanger. Se renseigner, c'est bien. Donc on a une mine d'informations sur Internet, on en a énormément, mais c'est bien d'échanger aussi de façon plus concrète avec des personnes qui sont du métier. Ce qui est facile aujourd'hui, c'est que quand vous avez un outil comme LinkedIn, par exemple, vous avez juste à taper testeur, vous allez avoir une tonne de personnes qui vont occuper ce métier-là et échanger avec eux. Envoyez-leur un petit message et essayer d'avoir des avis objectifs, donc diversifiés et variés, qui ne sont pas nécessairement dans votre entourage proche, afin de vous faire une idée plus construite, plus concrète par rapport à ce que c'est que ce métier de testeur. Et bien entendu, ce qui est intéressant aussi, au-delà d'échanger, c'est de se dire, OK, très bien, je connais le métier, maintenant, quelles sont les réalités au niveau de l'insertion professionnelle? Donc, le marché du travail, il est amené à changer, à évoluer selon les années, selon les besoins, selon les changements technologiques ou alors les opportunités qu'il peut y avoir sur certains projets ou certaines directives de la part du gouvernement, de l'État ou certains gros changements technologiques. Et donc, il y a des opportunités. Et pour ça, il faut éplucher les offres d'emploi, même très vite, hein, voir ce qu'il en est, les technologies qui vont être recherchées. Et ça permettra à vous d'être plus fin et plus précis et encore plus motivé pour aborder la partie formation qui va être assez lourde, mais qui sera nécessaire pour avoir une reconversion qui sera digne de vos espérances. Et la dernière chose par rapport à la préparation,
ça va être d'avoir le temps pour soi. Qu'est-ce que j'entends par le temps pour soi? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des parcours de reconversion professionnelle, ils vont durer 3 mois en général. Souvent, on va dire 57 jours et 399 heures. Des fois un peu moins, mais partons sur 2 mois et demi, voire 3 mois. Ça, c'est le temps de la formation. Le temps de préparer cette formation, ça peut prendre un peu plus parce qu'il va y avoir les aspects de financement, les aspects de se libérer finalement des contraintes qu'il peut y avoir ou des engagements contractuels que vous allez avoir. Donc, il y a un temps de pré-formation qui peut durer 2, voire 3, voire 4, voire 5, voire 6 mois selon les personnes. Et ça, c'est un temps de préparation. Pendant la formation, vous y êtes, ça dure 3 mois. Mais ne négligez pas le post-formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que post-formation, selon le dispositif de financement que vous allez avoir de votre formation, ça va être automatique ou en claquant des doigts. C'est un temps qu'il faut aussi anticiper. Pourquoi il faut l'anticiper? Parce que forcément, on a des situations personnelles qui vont parfois être différentes et qui vont nécessiter un certain volume et un certain revenu pour pouvoir justement financer cette après-formation et pouvoir justement se donner le temps de récolter les fruits de sa reconversion. Donc, chercher un emploi avec sérénité, sans se précipiter, bien que c'est normal de vouloir commencer au plus tôt. Donc, quand on prend en tout et pour tout la préparation, la formation et le post-formation, on peut être sur une échelle de temps qui peut durer au minimum 3 mois et demi, 4 mois, comme ça peut durer jusqu'à 6 mois, 7 mois, 8 mois ou un an pour certains. Donc, c'est bien aussi, avant de se lancer, de prendre en considération tous ces aspects-là. Enfin, la deuxième étape de cet échange que je souhaitais échanger avec vous, surtout pour les personnes qui vont être en projet de reconversion professionnelle, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, la reconversion, c'est un choix personnel. C'est un choix que je fais pour moi par rapport à mes perspectives de carrière, par rapport au cycle dans lequel je suis. Je suis certainement en fin de cycle. J'étais dans une certaine voilà, zone de confort professionnel, ou alors je me dis que professionnellement aujourd'hui, j'ai plus totalement de perspective d'évolution et je veux changer d'air. Je veux donner un nouveau souffle à ma carrière. Et quand on prend des engagements comme ça, qui sont des engagements professionnels avec des grosses répercussions personnelles, on essaie de faire les meilleurs choix possibles. Et parmi la première chose qu'on a pu voir, c'est la préparation. Et dans le cadre de cette préparation-là, il y a un aspect qui est fondamental, c'est de bien choisir son organisme de formation. Et finalement, bien choisir l'organisme de formation, c'est aussi pouvoir avoir finalement le meilleur dispositif de financement qui correspondra au mieux à votre situation. Donc, la première chose, quand on analyse un organisme de formation, c'est simple, hein, on regarde le programme de formation. Vous allez me dire, mais je n'y connais pas grand-chose, c'est difficile d'être pertinent pour analyser. Par contre, quand on compare les différents organismes de formation, on peut voir les différences. OK, là, il y a tant d'heures, là, il y a moins d'heures, là, il y a tels outils, là, il y a telle technologie, etc. Donc, c'est bien de comparer pour avoir finalement une vision de ce que propose chaque organisme. Regardez les outils, regardez les méthodologies, regardez l'équilibre, très important, entre la théorie et la pratique, et enfin, regardez la partie certification. Dans le test, c'est pas trop complexe, dans le sens où la plupart des organismes de formation vont proposer la certification ISTQB, et derrière, selon les organismes, on peut des fois vous amener sur d'autres types de certifications ou alors vous projeter dans d'autres types de certifications parfois qui permettront d'avoir plus de perspectives derrière. Ensuite, une fois que vous avez fait cette analyse-là, vous allez bien entendu identifier le dispositif de financement. Et ça, c'est fondamental. L'idéal, bien entendu, on est totalement lucide là-dessus, c'est de pouvoir entrer en POEI, donc la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Bien entendu, c'est un idéal qui ne sera pas nécessairement accessible à tout le monde. C'est une réalité et il faut le dire de façon très pragmatique. Pourquoi? Parce que la sélection est dure. Les entreprises, bien entendu, qui sont des acteurs économiques, qui vont chercher, bien entendu, à optimiser leurs avantages, ils vont chercher à avoir les profils les plus matures possibles, que ce soit en termes de diplôme, que ce soit en termes d'expérience. Et donc, il va y avoir une barrière à l'entrée par rapport à ça, selon le profil de chacun. Et certains organismes de formation vont vous mettre en relation avec des entreprises, mais au final, c'est l'organisme de formation qui fait le choix. À côté de ça, il n'y a pas que le POI, d'accord? C'est pas parce que je n'ai pas de POI que je ne peux pas faire de reconversion professionnelle. C'est pas parce que je n'ai pas de promesse d'embauche, puisque c'est ce qui permet d'enclencher le dispositif POI, que je ne peux pas faire de reconversion professionnelle. C'est facilité, bien entendu, mais il y a d'autres façons de financer sa reconversion. Il peut y avoir le CPF, l'AIF, l'apport du Pôle emploi, un financement personnel sur plusieurs échéances, comme le propose 3 School, ou la région
qui peut financer la formation, comme il y a pu y avoir auparavant avec certains apprenants de Troy School ou d'Ingenious Lab, et pour lequel il y a une projection, en tout cas à partir de septembre, de pouvoir de nouveau être éligible à ce type de financement, tout comme le financement transition professionnelle. Donc, tous ces dispositifs-là, il faut faire de la veille là-dessus. Et bien entendu, comme j'ai dit, le temps est votre allié. Donc, tant que pour vous, les conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas, entre guillemets, porter préjudice à votre reconversion parce qu'au final, vous aurez tout misé sur la formation et derrière, vous avez une semaine pour chercher un emploi. Impossible. D'accord. Il faut se donner le temps de pouvoir vivre sa reconversion et de mettre toutes les conditions de son côté. Enfin, le troisième axe sur lequel il faut analyser un organisme de formation, ça va être son implication par rapport à votre parcours de formation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Il ne faut pas que post-formation, vous n'existiez plus au niveau de l'organisme de formation. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve dommageable. Il faut que vous sentiez qu'il y a un accompagnement, il y a de l'échange, il y a une interaction humaine qui permet justement pour vous de vous accompagner dans ce projet de reconversion qui, au sortir de la formation, n'est pas forcément terminé. D'accord? Ça se poursuit avec la recherche d'emploi, avec le personal branding qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, tout ça, il faut prendre en considération ces aspects-là. La communauté d'alumni, le suivi de carrière, l'insertion professionnelle, les taux, le coaching, et toutes ces choses-là sont des choses bonnes à prendre. Ainsi, bien entendu, que ce soit Troy School ou Automation Tester Academy ou d'autres organismes de formation, on essaye de faire attention à ça. On fait le maximum pour accompagner un maximum les apprenants dans tous ces retranchements-là, parce qu'on sait que c'est pas évident. C'est pas facile. Il y a un investissement financier, moral, psychologique, qui fait que forcément, des fois, on se sent un peu perdu, en zone de difficulté. Mais alors, votre organisme de formation, il doit être là pour vous accompagner dans toutes ces étapes-là. Et au final, la communauté d'alumni doit se porter relais aussi de ces efforts-là qui permettront d'avoir un projet de reconversion abouti. Enfin, la dernière chose que je souhaitais évoquer avec vous, c'est un aspect qui est souvent négligé. Moi, je le constate, hein, puisqu'on a déjà intervenu au niveau des ateliers CV, notamment auprès de Troy School et aussi auprès de d'autres organismes comme Bicom ou d'autres organismes qui ont préparé à d'autres offres de formation. Ça fait que la problématique de la reconversion, elle est générale, hein. Elle n'est pas spécifique au test logiciel. Tout parcours de reconversion professionnelle va passer par des réalités qui vont être partagées et transcendantes entre les différentes personnes qui se lancent dans les parcours de reconversion. Et on constate que beaucoup, quand ils sortent de formation, on a l'impression que la seule chose qui a été faite professionnellement, c'est la formation. Alors que non, c'est pas vrai. Avant de faire une reconversion professionnelle, vous avez eu une carrière professionnelle, vous avez eu finalement des expériences professionnelles, vous avez travaillé avec des outils, vous avez certainement une expertise métier, vous avez peut-être passé 10 ans dans le secteur d'activité donnée, et toutes ces choses-là, c'est les choses qui vont être utiles, pertinentes, qui vont permettre de vous démarquer. Pourquoi? Parce que quand vous allez être au niveau de vos entretiens d'embauche, souvent, vous allez être en concurrence avec des personnes qui ont aussi fait une reconversion. D'accord? Donc, bien entendu, il peut y avoir des lignes de démarcation sur la formation que vous avez eue en elle-même. Mais ce qui va beaucoup, beaucoup jouer, ça va être énormément aussi ce que vous pouvez apporter en plus. Donc, typiquement, si aujourd'hui je suis une ESN et je suis positionné au niveau du secteur public, une personne qui a déjà une expérience dans le secteur public, ça va m'aider. Et pareil pour tout secteur d'activité. Donc, les aspects métiers, il ne faut jamais les sous-estimer. Au contraire, il faut les mettre en avant. Et bien entendu, il faut être motivé, il faut être conquérant, il faut être déterminé parce que aujourd'hui, quand on a des profils juniors, ce qu'on veut d'eux, c'est qu'ils soient excellents opérationnellement parlant par rapport aux compétences qu'ils ont appris en formation et mis en pratique dans le cadre de stage ou de mise en situation, qu'ils soient motivés et déterminés et que derrière, ils puissent justement accompagner l'entreprise dans son développement et qu'elle se projette avec celle-ci et qu'elle apporte une plus-value par rapport à son savoir-être, donc les soft skills. Et pour cela, c'est important de bien préparer son storytelling afin d'accompagner finalement une entreprise dans son développement, notamment les ESN qui pourront se positionner sur vos profils et vous amener, vous faire grandir avec elles et bien entendu vous permettre de décoller au niveau de votre carrière professionnelle. Merci beaucoup, Domingo, pour ton intervention. Pour notre troisième partie, on va maintenant laisser la parole à Imran pour parler des bonnes pratiques. Merci Pierre, merci Domingo, merci Jean-Michel pour l'intervention. Du coup, Imran, là, je parle plutôt de ma casquette de lead de la communauté Café Crème, mais je vais aussi parler de ma casquette de CEO de dirigeant de SN, aussi, parce que ça, je pense que c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de questions qui reviennent
souvent pas forcément dans le live, hein, je parle en général, pour les gens qui ont fait la reconversion, qui est notamment le fait de savoir le post-formation. D'accord? Déjà, il n'y a pas de recette miracle. Il y aurait une recette miracle, on serait tous aujourd'hui dans ce domaine-là. Mais on va dire qu'il y a des solutions miracles, je dirais plutôt comme ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun métier, aucune formation, pardon, qui, après 2 mois de formation, 2 mois et demi de formation, vous fait passer d'un métier X à un diplôme, enfin, un métier d'ingénieur logiciel, qualité logicielle. Ça, j'ai jamais vu auparavant. Même quelqu'un qui est développeur, il ne peut pas faire 3 mois de formation et être développeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, il faut le prendre en compte pour le post-formation. Aujourd'hui, j'interviens pour la partie projet de carrière. Euh, ok, alors du coup, en fait, j'ai établi, moi, mes équipes ont établi 4 tips qui reviennent fréquemment et qui vous permettront notamment d'être, on va dire, euh, bankable après la, la période de formation. Donc, un, c'est vous connaître. Ça, c'est numéro un. Pourquoi vous connaître? Vous connaître, aujourd'hui, c'est savoir quels sont vos objectifs. Vous faites une formation. Pourquoi vous faites cette formation? D'accord? Donc ça va préparer votre après-formation. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer? Comment vous avez effectué vos recherches? Euh, Après la formation, comment vous allez vous mettre en avant? Et qu'est-ce qui vous distingue, vous, en tant que consultant, futur consultant, d'autres consultants salariés ou freelance de ce domaine-là? Donc tout ça, il faut répondre à ces interrogations pour préparer au mieux votre argumentaire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça peut être des termes qu'on voit, qu'on entend, mais on n'est pas capable de les mettre en pratique. Aujourd'hui, moi, avec mes équipes, si on reçoit peut-être un appel d'offres, hein, je vous parle, c'est-à-dire que des clients nous sollicitent pour des profils de testeurs quasiment par semaine, au moins une dizaine. D'accord? Et encore, c'est des partenaires qu'on a choisis. On n'a pas, c'est pas open. Voilà, ça, c'est pas, je vous parle en tant que SN. Et en tant que communauté freelance, Café Crème, donc communauté freelance et salarié, c'est une communauté globale, bah, ceux qui font partie de la communauté Testing Lab pourront voir que, je sais pas, quasiment par jour, on a 3-4 offres qui circulent sur le groupe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre profil, il est bankable. D'accord? C'est-à-dire il match. D'accord? Après une formation, après n'importe quelle formation aujourd'hui, je connais très peu de métiers qui vous permettent d'avoir 10, 15, 20 entretiens téléphoniques ou physiques après avoir fait une formation dans un domaine particulier. Le test, il donne cette opportunité-là, d'accord, d'avoir des entretiens qualifiés ou non, mais derrière, c'est à nous de transformer, on va dire, le penalty. Donc, le deuxième type, c'est rester cohérent avec votre cible. Rester cohérent avec votre cible, donc ça, on va mettre l'accent sur le storytelling. Domingo en a parlé un petit peu. Le storytelling, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, moi, j'ai fait une reconversion professionnelle en tant qu'ingénieur test, qualité logicielle. Domingo parlait de mettre sur le CV la partie formation et ce qui s'est passé avant la formation disparaît. Ben, ça, c'est pas bon. Aujourd'hui, mon storytelling, il doit être compréhensible par les recruteurs. Donc, moi, j'ai la casquette de recruteur, j'ai aussi la casquette de ancien reconverti, je dirais, dans le test. Ça remonte un petit bout de temps, c'était en 2010, mais j'avais les mêmes problématiques que les gens peuvent avoir aujourd'hui. Alors qu'auparavant, même si le métier était quasiment neuf, on avait les mêmes problématiques. D'accord? C'est-à-dire que mon storytelling, c'était quoi? Moi, je suis issu du domaine bancaire. Je vous donne un exemple concret et qui est vérifiable. J'étais issu du domaine bancaire, j'étais conseiller financier, puis en gestion de patrimoine. Et ben moi, quand j'ai fait mes premiers CV, cette partie-là, je l'ai omis. J'ai mis mon diplôme, d'accord? J'ai fait une reconversion dans le test, et tout de suite, j'ai fait un petit stage, et j'ai mis que ça. Et j'ai mis, auparavant, j'étais consultant, conseiller financier. Et ben, j'avais des entretiens, énormément d'entretiens, mais j'arrivais pas à transformer mes entretiens. Le jour où j'ai parlé avec des personnes qui étaient du domaine, qui m'ont donné leurs astuces, d'où l'importance de faire partie d'une communauté, d'accord? Et ben, on s'échange des bons conseils, des bons procédés, comme le webinaire d'aujourd'hui, hein, c'est un échange de bons procédés. Et ben, les personnes m'ont dit, Imran, tu dois mettre en valeur tes compétences passées parce qu'elles vont servir
dans les compétences de test. Et comment? Moi, j'étais issu du domaine bancaire, donc finance, assurance, etc. Ces compétences-là, elles étaient très recherchées dans le domaine du test par ces industries-là. Donc, quand j'ai transformé mon CV et que j'ai adapté mon storytelling, c'est-à-dire que j'ai connu le test via ce domaine-là, c'était réel, hein. J'ai connu le test parce que j'étais dans le domaine bancaire, je testais des logiciels de gestion bancaire. Donc, je ne savais pas que c'était un métier. Quand j'ai su qu'il y avait un métier dans ce domaine-là, c'est à ce moment-là que boum, mon storytelling a été adapté. Et lorsque je passais mes entretiens, j'avais complètement adapté mes entretiens. Et là, j'ai marqué les buts. J'ai transformé mon penalty, j'ai eu un entretien, hop, je suis passé, je suis resté 6 mois, etc., etc. Après, on prend l'expérience. Donc, la première expérience, c'est la plus compliquée, mais dès qu'on l'a, ça roule. D'accord? Donc, rester cohérent avec votre cible, c'est vraiment travailler le storytelling pour qu'il soit euh, euh, adapté, compréhensible et que vous puissiez le mettre en pratique. Donc, entraînez-vous à bien présenter votre CV, votre parcours et, euh, et là, ça marchera pour vous. Le troisième tip, c'est répondre d'abord à un besoin. Donc, ça, le texte est un peu long. Pour ceux qui veulent screener peuvent screener. Mais répondre d'abord à un besoin, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se lancent dans le domaine du test, mais ils ne comprennent pas les enjeux du test. D'accord? Déjà, pourquoi on se lance dans le test? Est-ce que c'est pour un aspect financier? Est-ce que c'est pour un aspect métier? Parce que le métier m'intéresse et je vais être épanoui dans ce métier-là. Est-ce que c'est parce que les deux? D'accord? Parce que ça m'intéresse et aussi, il y a peut-être un aspect financier à ne pas négliger. Mais surtout, à quoi on va répondre dans ce domaine-là? Aujourd'hui, pourquoi la reconversion fonctionne? D'accord? Elle fonctionne parce qu'il y a une demande importante. D'accord? Euh, il y a 10 ans, on se disait, il y a 10 ans, on se disait que dans 10 ans, aujourd'hui, le métier de test s'essoufflerait. Ou les métiers liés au test vont s'essouffler. Eh ben non, au contraire. Il y a plus de demandes aujourd'hui qu'il y a peut-être 10 ans. Pourquoi? Parce que tous les services IT sont en train de se digitaliser. Donc, il y a une demande accrue de testeurs tout le temps à chaque strate d'un cycle de vie de projet. Avant, on pouvait demander à un testeur qui est en fin de vie de projet. Donc, le projet arrive à la fin. On prenait un testeur qui vienne valider tout ce qui était fait auparavant. Maintenant, non. À chaque strate d'un projet, on a besoin d'un testeur. Et pas qu'un, peut-être deux, trois, quatre. Avec l'agilité, euh, on veut tout tester et donc on va aller plus vite et donc on a besoin de testeurs à chaque palier. Ce qui veut dire que la demande est importante, mais maintenant, c'est pas qu'elle est importante qu'il faut un profil lambda junior qui arrive sur le marché et tout de suite il décroche un job. Il faut que vous puissiez valider ce que vous avez appris en formation, d'accord? Et aussi que votre storytelling, est-ce que vous allez montrer, est-ce que vous allez donner, enfin, la réponse à la demande, à l'offre, pardon, doit être adaptée. Si demain je m'adresse à un client dans le domaine bancaire, d'accord, donc je sais que c'est du test lié au domaine bancaire, mais il faut que j'adapte mon discours quand même, parce qu'il faut que je puisse le séduire et lui proposer ce qu'il attend. Donc un consultant, c'est pas juste un simple salarié. C'est pour ça qu'on appelle ça un consultant, c'est qu'il est capable de s'adapter au milieu dans lequel il va naviguer. L'industrie bancaire financière, bancaire assurance, l'industrie e-commerce, etc., etc. Donc, pour chaque industrie, on va devoir s'adapter, donc on va devoir répondre à un besoin précis. Et tout ça, c'est lié avec le storytelling, hein. Le quatrième point, pardon, euh, injecter la personnalité, c'est ce qu'on appelle souvent le branding personnel, d'accord? Qui est, moi, je dirais, plus important pour les freelances, mais aussi si on arrive à adapter, parce que les freelances, effectivement, bon, lui, il va naviguer solo, il va avoir tout l'attirail nécessaire pour aller chercher le client. Vous sortez de formation ou les personnes qui veulent faire la formation et qui vont se lancer, eh ben, il faut prendre tous les bienfaits de la partie freelance, c'est-à-dire, eh ben, un freelance, il doit se vendre tout seul. S'il doit se vendre tout seul, qu'est-ce qu'il fait? Storytelling bien cadré. Un branding personnel qui est ultra bien respecté. Donc, un branding personnel, c'est quoi? C'est comme une marque de vêtements, une marque de boissons, une marque tout court. Elle doit se mettre en avant. Ben, moi, c'est pareil. Je vais adapter ça sur moi personne. Comment je vais mettre en avant? Donc, il y a des outils pour le faire. LinkedIn, il y a Malte, il y a aussi votre CV, il y a des job boards, il y a le portfolio, il y a du networking, donc des communautés d'entraide, d'échanges comme Café Crème peut l'être aujourd'hui. Et donc tout ça, c'est des outils qui vont vous servir à construire votre branding personnel. Donc en plus de votre CV,
avoir un LinkedIn qui correspond aux attentes des recruteurs. Donc, ça, on avait fait un webinaire par le passé, on en fera peut-être un plus tard, des cafés crème, sur le fait de bien faire un branding personnel, respecter toutes les chartes du branding personnel. D'accord? Ce n'est pas l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, mais c'est des termes qu'il faut avoir en tête pour les personnes qui cherchent un job ou ceux qui ont déjà un job, hein, parce que même si vous avez déjà une mission, il faut toujours être aujourd'hui en veille. D'accord? Donc la veille, c'est important parce que même aujourd'hui, si on construit sa carrière, un testeur doit rester en veille. Donc il doit continuer à se former, il doit continuer à, comment dire, à s'informer sur le métier, etc., etc., pour des projections de carrière, mais aussi pour son branding personnel parce que ça va être important pour lui d'avoir cette connaissance-là lorsqu'il va passer des entretiens. Il ne va pas se contenter de rester sur son domaine d'activité. Et pour finir, je laisserai la parole à Jean-Michel. Par rapport au salaire aujourd'hui, vous voyez, les rémunérations Alors moi, je vous donne les rémunérations. Je vous donne des chiffres réels par rapport à ce qu'on s'est basé sur les 4 derniers mois du métier du test par rapport à notre activité à nous. Donc, mon activité de SN. On a à peu près, je vais vous les sortir, bougez pas. Hop, j'ai vu, mais je vais le faire. Alors, là, on a pris que alors, on a pris testeur manuel, testeur automaticien. Hop. Ouais, donc testeur automaticien, testeur manuel, test lead, QA manager. Donc, on a fait un mix de tout ça. Donc, il y a des freelances, il y a un peu de tout, il y a des CDI, il y a des juniors. On est sur une moyenne pour un junior qui sort de formation entre 31 à 35 ans. Salaire ESN, en région parisienne. D'accord? Vous m'avez posé la question. Et ensuite, pour des testeurs confirmés, il n'y a pas de limite. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Mais en tout cas, on est sur des minima à 40K sur un testeur, on va dire, qui a à peu près 2 ans d'expérience, de 2 à 5 ans d'expérience en région parisienne. Et ensuite, plus de 5 ans, on est à. Il n'y a pas de limite aussi, mais on est sur des moyennes, donc minimum à 50K. Voilà, on s'est basé donc sur quoi pour sortir ces chiffres? Sur 7 ESN avec qui on travaille sur ces métiers-là. Sur 180 testeurs. Donc voilà, je laisse Jean-Michel pour comprendre le relais. Merci, Imran. Merci, Imran. Je vous en prie. Donc, je vais juste revenir justement par rapport à la transition avec Imran, c'est sur la partie évolution, justement. Puisque testeur manuel, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est une première porte vers le monde de l'IT, surtout quand on vient dans le cadre de la reconversion professionnelle. Donc, c'est une première porte et cette première porte peut ouvrir d'autres axes selon votre carrière et tout à fait en lien avec tout ce qui a été dit par Domingo et Imran. Moi, ça fait 22 ans que je fais du consulting. Je pense que j'ai autant de missions différentes que d'années d'expérience avec des axes différents. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que votre formation ne fait que commencer quand vous êtes consultant IT. Je te laisse passer au slide suivant, Pierre. Donc, déjà, de manière générale, c'est en tant que testeur, vous pouvez avoir 3 axes symboliques d'évolution. Le premier, le plus classique, c'est de devenir un expert du test dans le monde du test fonctionnel ou non fonctionnel déjà. Et là, je ne parle que du testeur manuel. Donc, être un expert métier dans son domaine de test, c'est aussi d'avoir des expertises transverses. Donc, autour de concepts et de la législation, par exemple, sur tout ce qui est gestion des données personnelles, donc avec le RGPD, les compétences autour de l'accessibilité numérique sur la partie RG2A. Aussi, tout ce qui va être test de design, donc ce qu'on va appeler les tests UX, et bien d'autres. Donc voilà, donc sur la partie non fonctionnelle, en étant testeur manuel, on peut être soit un expert dans un domaine métier, mais dans son domaine d'expertise. Donc, ça peut même être aussi, ce qui n'est pas saisi ici, c'est la partie outillage aussi, être un expert dans un outil, par exemple, comme Jira X-Ray, où on va pouvoir implémenter un outil dans une entreprise et aider l'accompagnement dans la mise en place de ces outils. Ensuite, des évolutions aussi classiques qu'on voit en entreprise, c'est, comme le disait Imran, et ça, c'est des histoires, hein. C'est une personne qui avait une expertise métier, souvent dans le banque assurance, va devenir un testeur et au bout de plusieurs années,
à force de s'être rapproché du PO et à force de s'être intéressé au métier qui était derrière, va aller naturellement vers ce métier de product owner, donc une personne qui va pouvoir spécifier les besoins. Et on retrouve vraiment de ces choses-là. Et puis après, dernier point classique en termes d'évolution, bah, c'est d'évoluer vers un poste de test lead, ensuite test manager, donc une personne qui va organiser, qui va planifier les tests, qui va gérer une équipe et qui va avoir un peu plus de leadership auprès des autres équipes. Donc ça, c'est vraiment les 3 voies les plus classiques qu'on retrouve dans le métier du test en termes d'évolution. Et il y a beaucoup de besoins sur le sujet. Juste celle suivante, Pierre, s'il te plaît. Donc la grande question que tout le monde se pose, justement, c'est l'automatisation. Est-ce que c'est une obligation? Non. Aujourd'hui, clairement, moi je travaille aussi pour une ESN comme Imran. Il y a des besoins d'automaticiens, ça c'est clair, on ne va pas se mentir sur le sujet. Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes sur la partie automatisation? Oui. Est-ce que pour autant, ça veut dire que les testeurs manuels vont disparaître? Non. Pour la simple et bonne raison que un automaticien de test n'a pas de sens s'il n'y a pas de culture du test dans une entreprise. Beaucoup de démarches d'automatisation échouent si la maturité d'une organisation n'a pas intégré la dimension du test, donc manuel, dans un premier temps. Donc l'automatisation n'est qu'une étape supplémentaire à la partie test manuel. Les automaticiens, on va retrouver en plus plusieurs fonctions. Hein. Les développeurs intègrent aussi des tests de leur côté. Mais moi, en tant que testeur manuel, d'avoir une compétence en automatisation en soi n'est pas une fin. C'est un moyen supplémentaire. Parce que, comme je disais en introduction tout à l'heure, le test n'est qu'un élément pour répondre à un enjeu fort sur la qualité de l'application. Donc voilà. Donc et je pourrais parler pendant très longtemps sur les enjeux de l'automatisation dans l'entreprise, mais ce n'est pas l'objectif. Je te laisse continuer. Donc, quelles sont les compétences clés en tant que testeur manuel? Parce que ça me permet aussi de répondre à certaines questions. Déjà d'une, et là-dessus, que Domingo et Imran ont beaucoup insisté, c'est de comprendre les enjeux métiers. Un testeur a vocation à s'intégrer dans une entreprise, à comprendre les enjeux métiers et donc d'être en lien avec tout ça. Donc ça, c'est une dimension forte. Ce qui est important aussi, c'est que par rapport aux compétences qui étaient demandées tout à l'heure, le fait de savoir développer n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas ça qu'on va vous demander en tant que testeur. Par contre, ce qui est certain, c'est que justement dans l'évolution, ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que l'évolution du domaine du test, aujourd'hui, vous rentrez dans le monde de l'IT. Donc, il va falloir vous intéresser à l'IT et donc comprendre un petit peu les subtilités, comment marche une application, ainsi de suite, sans forcément comprendre comment c'est fait. C'est un petit peu comprendre le mécanisme d'une voiture sans forcément être garagiste. Je peux très bien avoir cette dimension-là. Donc, c'est de comprendre comment marche un SI, quelles sont les applications. Il va falloir aussi s'intéresser, parce que quand on prépare nos tests en tant que testeur, il va falloir préparer des jeux de données. Donc, clairement, une des compétences clés à avoir, c'est de comprendre cette notion de jeu de données, avec quelles données on va travailler. Et la compétence la plus classique et attendue, c'est le SQL. On va parler aussi de tests d'API, de tests de web service aujourd'hui, parce que dans cette dimension-là, on a de plus en plus d'applications connectées. Donc, je pense que vous avez déjà tous entendu parler un petit peu d'API, de web service et autres. Le testeur manuel peut être amené à tester ce genre de composants-là sans forcément avoir des compétences en tant que développeur. Hein. C'est simplement l'interprétation de données qu'il faut intégrer. Et puis forcément, une autre compétence qui est de plus en plus attendue dans le domaine du test, c'est de tester sur les environnements mobiles, que ce soit une application web, mais surtout les apps mobiles. Donc, on va nous demander justement de faire certains tests qui ne sont pas que fonctionnels. Est-ce que l'application s'est bien chargée? Est-ce que j'ai perdu les données en local? Est-ce que la performance en local, mais sans technique, est cohérente? Voilà, donc ça, c'est vraiment les compétences de testeur manuel qui n'ont rien à voir avec les compétences d'automaticien. Voilà, pour ma partie. J'essaie d'aller Merci vite. beaucoup, Jean-Michel. Suite à ces différentes informations sur le métier de testeur logiciel, je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. Du coup, on ouvre la partie questions-réponses. En ayant un petit peu les retours de chacun, les questions. Alors, moi, il y avait
J'ai une question que je vois. Est-il préférable pour des juniors de postuler directement avec des entreprises et plutôt que de passer avec des ESN? Bon, c'est plus une question pour Jean-Michel et Imran. Alors, Vas-y, Jean-Michel. alors, en fait, moi, il y a une question qui m'est dirigée personnellement, donc je vais répondre en fait à celle-ci. Et ça va répondre aussi à un point important sur de l'évolution que citait Imran. Déjà, il y a, on va dire schématiquement, des durées d'expérience clés entre un junior, donc c'est entre 0 et 2 ans, quelqu'un d'un peu expérimenté, ça va être entre 2 et 5 ans, et puis après un senior au-delà de 5 ans. Ça, c'est des limites qui vont être données d'un point de vue schématique. Mais je connais des testeurs qui ont 5 ans d'expérience, qui n'ont pas forcément le degré de maturité d'une personne de 2 ans. Donc, ce qui compte beaucoup, c'est l'implication que vous allez avoir sur vos missions et l'évolution que vous allez avoir et la posture du consultant. Donc, à la réponse à la question sur les compétences à acquérir et les axes d'évolution débouchés qui pourraient être faits au bout d'1 an, je dirais que sur 1 an d'expérience, les perspectives restent très simples en fait. Il faut continuer à progresser. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'1 an, tu étais junior ou ainsi de suite, mais il faudra vraiment se démarquer en fait par rapport au sujet. Après, tu peux très bien être un expert métier avant une reconversion ou avant cette mission de testeur, mais je dirais que ce qui est important, c'est et c'est vraiment ce que disait Imran tout à l'heure, c'est de se donner un fil conducteur, c'est avoir des étapes et de se dire, voilà, où est-ce que je veux aller? Et donc, les premières étapes, c'est d'être à l'aise avec le domaine du test, savoir ce qu'on va faire, parce que c'est un petit peu se dire, voilà, je serai test lead dans 1 an. Non, parce qu'il y a plusieurs compétences à avoir. Après, pour compléter ce que tu dis, Jean-Michel, c'est un truc important. C'est que c'est vrai que c'est un milieu, aujourd'hui, quand on catégorise un junior d'un expert, etc., c'est pas forcément. C'est pas parce que je teste bien que je deviens de junior expert. C'est pas c'est la durée qui va faire comment dire, de changer de vous faire changer de catégorie. En fait, il y a une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important pour un testeur, et pour qu'il se sente à l'aise, et ça, c'est une chose que moi, quand j'étais responsable test chez l'équipe, j'avais à peu près 20 testeurs sous ma responsabilité. Ben, quand je faisais mes recrutements, le plus important, c'était les soft skills. C'était la personne que je recrutais, il fallait qu'elle soit, elle s'adapte, l'adaptabilité de la personne dans mon équipe. Les soft skills, donc le relationnel, la manière dont elle s'exprime, la manière rédactionnelle, tout ça, c'est des choses qui sont importantes qu'on parle dans la formation. Mais souvent, les gens s'arrêtent à ouais, mais moi, comment on peut, je suis très fort, j'ai ISTQB, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Ça, c'est bien. Mais un testeur jeu, c'est un consultant. Un consultant, c'est-à-dire qu'il bouge, il peut naviguer de mission à mission. Et pour une ESN ou pour un client, ce qui est important pour lui, c'est qu'il puisse imaginer votre profil dans son équipe. Donc ça, c'est important. Donc les soft skills, Jean-Michel en parlait tout à l'heure, par rapport aux évolutions, c'est ça qui va faire la différence du passage du témoin entre un junior, un expert, comment dire, un moins expert, etc., etc. Et même par rapport à la rémunération que vous pouvez avoir. Parce qu'il y a des juniors qui sortent de formation ou même après leurs études, ils vont être à 33. Et tu peux aussi avoir un junior qui arrive et signe un contrat à 40. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle, mais il y a une règle, comment dire, logique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut y aller doucement. Dans 1 an, on peut pas devenir test lead. On peut, parce qu'il y a des exceptions, mais la logique voudrait qu'on y aille tout doucement et que vos soft skills, là-dessus, que vous allez devenir vraiment fort, bah, ça, vous allez les apprendre en mission. D'accord. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Jean-Michel et Imran, il y a 2 questions au sujet de l'ISTQB. La première, c'est est-ce que l'ISTQB niveau avancé ajoutera une plus-value au background? Alors, déjà, je vais répondre à une autre question qui était je vais me permettre de répondre si vous êtes d'accord. Parce qu'il y avait Anis qui posait la question sur est-ce que le certificat ISTQB est obligatoire pour passer un entretien? Oui, c'était la deuxième question du coup. Ouais. Exactement. Donc déjà, je vais répondre à cette question-là, en fait, au préalable. J'entends dire un petit peu tout sur l'ISTQB et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ISTQB donne des prérequis et une méthode de travail. Donc l'ISTQB aussi, quand on fait une reconversion professionnelle,
c'est un petit peu le petit badge qui va déterminer si oui ou non vous avez compris déjà le concept même des tests. Ça ne veut pas dire que vous êtes un bon testeur si vous avez les ISTQB, l'inverse est vrai aussi. Mais pour répondre directement à la question, je viens de finir une reconversion professionnelle, donc j'ai derrière moi une expérience sur différents sujets, j'ai suivi une formation de reconversion. Qu'est-ce qui va me permettre de me démarquer ou donner confiance à mon employeur, ce que disait Imran tout à l'heure? Le fait d'avoir ce certificat ISTQB prouve deux choses. C'est que d'une, j'ai su intégrer un format plus classique de formation, donc comprendre un concept, et passer un certificat et réussir cet examen. Donc, ça va être un gage de confiance par rapport à ces éléments-là. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais ne pas l'avoir peut être un handicap. Ça, c'est certain, surtout en sortie de reconversion. Ensuite, sur les niveaux avancés. Les niveaux avancés, souvent, on se trompe de chemin sur les niveaux avancés. C'est que je n'ai pas un diplôme qui prouve que je suis un testeur automaticien, je n'ai pas un diplôme qui me prouve que je suis test manager. Par exemple, moi, j'ai un certificat test manager, mais j'étais test manager avant d'avoir le certificat. Le test manager est venu certifier ma compétence. Et donc, souvent, c'est un petit peu le cas, et c'est ce qui justifie aussi des problématiques en termes de réussite à ces examens avancés. Il faut comprendre l'orientation qui est derrière, en fait. Alors, il y a le niveau agile qui est très intéressant, mais qui est un niveau fondation aussi, parce que ça permet de se dire qu'on est dans le domaine fondation, mais les niveaux avancés, que ce soit test analyst, test manager, technical test analyst, automation, sont des niveaux de certification qui demandent un peu d'expérience, un peu de compétences, et voilà, avant de les passer, parce que souvent, voilà. Et si vous arrivez par bonne intelligence à avoir l'examen, l'employeur va avoir des doutes sur le fait que vous êtes en capacité d'être test manager au bout d'un an, par exemple, d'expérience. Voilà. J'espère que je réponds à la question. Après, sur ce point, Jean-Michel, je me permets d'ajouter quand même, étant donné que nous, on est quand même très à l'affût et très, très en veille sur ces sujets-là de certification. En fait, c'est la question plus générale sur la valeur des certifications finalement professionnelles dans l'IT. Et c'est une question qui est fondamentale parce qu'elle peut être parfois mal comprise, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même dans un domaine de surenchère. Et juste pour enlever ma casquette formation aussi, parce que c'est vrai qu'on me voit beaucoup sous le prisme de la formation, mais j'ai également été consultant, hein. Depuis 2012, j'ai été consultant, certes pas en test, mais je fais beaucoup d'AMOA et la partie agilité. Et c'est vrai que quand on répond, en fait, c'est l'intérêt business. Il y a plusieurs choses à avoir en considération. Il y a l'aspect business de la certification et sa valeur extrinsèque et sa valeur intrinsèque. D'accord? Il y a la valeur pour le SN, c'est-à-dire qu'une SN qui va répondre à des appels d'offres ou des appels à projets. Effectivement, ce qui va bonifier sa réponse à appel à projet, c'est d'avoir des consultants qui sont certifiés. D'accord? Donc, on va dire, c'est quand même un jeu business à ce niveau-là. En parallèle, sur les aspects de recrutement, là, bien entendu, aussi, ça va jouer. C'est-à-dire que comme on est en entreprise, une ESN, on cherche à optimiser constamment. On dit qu'une personne qui va être certifiée, elle peut avoir une valeur extrinsèque qui est plus importante. Bien entendu, on va faire attention quand même aux compétences de la personne. Est-ce que finalement, ce qui est dit sur le CV, ce qui est certifié, est concret finalement et vérifiable opérationnellement? Mais ces certifications-là, vous verrez, hein, prenez 95% des certifications aujourd'hui professionnelles, elles ont une bonne cote au niveau des entreprises et au niveau des donneurs d'ordre et des clients finaux. Mais si vous regardez la valeur intrinsèque en elle-même, il y a toujours un référentiel de compétences associé à un moment donné pour certifier des compétences. Même si on ne recherche pas parfois, ça permet quand même de certifier à un moment donné ou de tenter de certifier des compétences. Et ces compétences-là, elles vont être recherchées et légitimées et mises en avant et en lumière par ces certifications-là. Mais attention, la plupart des certifications ne sont pas des diplômes. D'accord? Elles ne sont pas des diplômes. Et comme ce ne sont pas des diplômes, il ne faut pas s'attendre systématiquement toujours à pouvoir finalement les mettre en avant comme un équivalent de niveau académique de diplôme à un moment donné. Nous, on travaille beaucoup là-dessus parce qu'on est sous un prisme de formation et il y a des enjeux forts en termes de qualification, en termes de prise en charge de formation. Typiquement, quand on travaille sur le titre RNCP, c'est beaucoup plus simple de faire financer la formation. Et derrière, ça permet d'avoir une qualification. Mais je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui sont d'une autre génération, qui vont être plutôt autour de la quarantaine, autour de 45, qui sont entrés dans le monde de l'IT avec un baccalauréat,
qui ont aujourd'hui avec beaucoup de certifications et qui continuent à être freelance et ça se passe très bien pour eux. Et pourtant, il n'y a pas de bac plus 5, il n'y a pas de bac plus 3. Mais c'est une autre génération, d'accord? Aujourd'hui, c'est vrai que la pression est un peu plus forte, mais gardez en tête que la certification, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est sa valeur professionnelle, sa valeur extrinsèque. La valeur intrinsèque, elle va être regardée, bien entendu, mais ça, on va le vérifier même en dehors de la certification. Donc, faut être prudent quand on parle de certification, c'est plus enregistré, c'est enregistré. En tout cas, dans tous les cas, ça garde une grosse cote. Donc, une personne qui est certifiée STQB niveau fondation, au niveau avancé, ou test agile, ou qui va avoir le PSPO, qui a d'autres types de certifications, ça apportera toujours un plus. Bien entendu, quand ce sera cohérent avec le profil de la personne et ses compétences intrinsèques. Merci. Une autre question qui suit. Est-ce que des expériences en RH peuvent être mises en avant pour une reconversion dans le test? Si oui, comment? Je peux répondre, hein. Vas-y, Imran. Le, le- En fait, on a eu le cas de personnes qui étaient sur la partie RH qui sont devenus testeurs. En fait, tous les métiers que vous avez pu faire auparavant, donc là, je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas la formation, je suppose, mais tous les métiers que vous avez fait auparavant vont vous servir dans le domaine du test. Le test, c'est international en termes de métier. Tu peux avoir fait de la RH et utiliser ces compétences-là dans le domaine du test. Alors, je donne un exemple. Un RH, il travaille forcément sur des logiciels. D'accord? Donc aujourd'hui, si je prends mes RH de mes équipes, on bosse sur Payfit, on bosse sur des outils, un outil anglais, je n'ai plus le nom. Bref, on bosse sur ces différents outils. Demain, vous faites une formation test et vous êtes sur le marché du travail, bah, une boîte comme Payfit, elle recrute des testeurs régulièrement. D'accord? Ça, vous pouvez aller vérifier sur leur site et vous pouvez même aller directement poser des questions aux recruteurs de chez Payfit sur LinkedIn. Eh ben, votre formation de RH ou votre domaine de compétences lorsque vous étiez dans votre domaine de RH va vous servir plus que n'importe qui lorsque vous allez postuler dans ces boîtes-là. D'accord? Donc, tout ce qui est autour des logiciels de gestion RH ou même votre capacité d'écriture, parce qu'il y a les soft skills aussi, hein. D'accord? Mais moi, des fois, je vais peut-être privilégier quelqu'un qui a fait de la RH dans le domaine du test, parce qu'il a peut-être une capacité d'écriture et d'analyse qui est plus importante qu'une personne qui est sortie d'un autre métier. Exemple, hein. Donc voilà pour répondre à la question. Merci, Imran. Je vais même aller plus loin de ce qui est dit par Imran, c'est que, parce que ça fait partie des questions, tous les métiers que vous avez pu faire avant ont un intérêt, en fait. Il n'y a pas de limite à certains métiers. Le tout, je dirais que ce n'est pas savoir si vous avez fait du test ou pas, c'est est-ce que vous avez compris les enjeux qualité qui étaient liés à vos métiers. Si vous avez compris les enjeux qualité qui étaient liés à vos métiers, vous pourrez facilement intégrer cette dimension du test. Parce que le test, il faut comprendre que c'est vraiment un moyen pour aller vers les enjeux qualité. Et donc, à partir de là, ça va beaucoup plus vite. Et je vais répondre à la deuxième question, la dernière question qui est posée sur l'anglais. De plus en plus. L'anglais est de plus en plus attendu. Ce n'est pas une fin en soi, mais beaucoup d'entreprises, maintenant, en termes de clients, demandent l'anglais comme compétence. Mais on va dire que plus de 50% même 60% des demandes qui sont faites sur le marché n'exigent pas l'anglais. Mais il y a 40% où on va retrouver il y a 20% des sujets qu'on traite où l'anglais est obligatoire, 20% où c'est recommandé et 60% où l'anglais ne figure pas comme une fin en soi. On est quand même sur des sociétés françaises pour la plupart, mais il y en a certaines qui sont tournées vers l'international et donc dans celle-ci, vous pouvez être sollicité sur ces sujets-là. Merci Jean-Michel. Juste pour une question qui m'a l'air intéressante, et je pense que c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup lorsque les gens sortent de formation. Pierre, si tu me permets, hein. Bien sûr. Ok, donc c'est la question concernant LinkedIn. En fait, vous savez, il faut savoir une chose. Quand vous sortez de formation, le plus difficile, c'est décrocher le premier job, d'accord, la première expérience. Il y en a qui arrivent direct, même pendant la formation. D'accord? D'autres, ils vont mettre un peu de temps. Et donc, il n'y a pas d'un template d'alumni, hein, d'accord? C'est vraiment selon les motivations, la qualité relationnelle, les soft skills, etc., etc. Un point important, c'est que votre formation ne s'arrête pas lorsque vous recevez vos diplômes. La formation, elle continue, même quand vous êtes même quand vous êtes en mission. D'accord?
La formation, elle continue même quand vous êtes en mission parce que c'est là que vous commencez à mettre en application ce que vous avez appris. Donc, vous continuez à vous former. Ça, c'est important de le mettre en tête. Parce que souvent, on se dit, ah bah, j'ai fini la formation. Allez, qu'est-ce que je fais, Imran? Dis-moi, il y a une mission pour moi? Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? On n'a pas eu ces. On n'a pas eu, déjà, les personnes aujourd'hui qui sortent de formation, elles sont très, 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 très bien entourées. La preuve de ce webinaire, hein, c'est qu'on a des profils différents qui s'expriment. Donc, il fut un temps et tout ça n'existait pas. Donc, pour répondre à la question, les ESL, là, ça vous contacte. Donc, moi, mes sales le font aussi. Donc, il y a deux types de contacts. Il y a le contact qui est qualifié. C'est-à-dire que moi, je vais vraiment contacter un testeur parce que j'ai vraiment une opportunité derrière. D'accord? Donc, je vais en contacter 3, 4, 5 max. Et on va essayer de faire matcher les besoins. Et derrière, on va essayer de prendre 2, voire 3 testeurs pour les placer, pour qu'ils aillent passer un entretien chez le client. Mais vous avez des ESN, souvent les grosses ESN, qui, elles, doivent faire du chiffre. Elles doivent euh, avoir un maximum de contacts. Donc, certaines vont vous contacter. Donc, elles sont intéressées, hein, attention. Elles sont intéressées par votre profil, donc elles vont vous contacter, elles vont vous qualifier. Et ça, il ne faut pas le négliger. Parce que souvent, elles vont vous qualifier et puis vous n'avez plus de nouvelles. Donc, Radia en parlait. Donc, elles vont te contacter et puis derrière, plus de nouvelles. Par contre, ce qui est important, c'est que la personne qui t'a contacté, tu sais c'est qui. Tu as le nom, prénom, la société. Tu sais qu'elle t'a contacté le lundi, exemple. D'accord? Tu laisses passer une semaine, pas de nouvelles. Tu appelles, tu envoies un mail, tu ne lâches pas l'affaire. D'accord? Et en plus de ça, la personne qui t'a contacté, toi aussi, tu la catégorises. Tu fais un petit fichier Excel, le nom de la société, la date de contact, pourquoi elle t'a appelé, pour quelle mission, etc. Et, euh, et comme ça, toi, tu la recontactes. Et si, imaginons, demain, tu trouves une mission, tu fais 1 an, 2 ans de mission, tout se passe bien, tu sors de mission, tu as envie de voir ailleurs, tu as envie de changer de SN, bah, les personnes qui t'ont contacté, il fut un temps, donc il y a peut-être 1 an avant ou 6 mois avant, tu as le contact qualifié, bah, faut pas hésiter à les recontacter. Ça fait partie du réseautage. D'accord? Tiens, bonjour monsieur Intel, vous vous rappelez de moi, vous m'avez appelé telle date, c'était pour un poste chez, je sais pas, BNP. Bah, écoutez, aujourd'hui, je suis disponible. Et hop, toi, tu as fait l'inverse. Tu l'as contacté toi avant que lui te contacte. Donc, il faut être proactif dans la démarche de recherche d'emploi. D'accord? Je veux Voilà, juste ajouter 2 points. Je veux juste 2 points, ouais. Imran. Alors, Ah oui, je réponds à 2 questions très rapides. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des connaissances en codage informatique pour faire du test? Non, mais ça peut être un gros plus. Il y avait une question également assez rapide à répondre. Je ne sais plus laquelle c'était. Mais je voulais redire la lettre de motivation, excusez-moi, c'était ça la question. Est-ce qu'il est obligatoire de faire des lettres de motivation aujourd'hui? Non, c'est une pratique qui tend à disparaître, même si ouais. parfois pour demander, enfin, si c'est l'entretien professionnel, ça tend à disparaître, même si on peut vous donner des cas pratiques ou alors des études de cas à faire, ça c'est possible. Mais la lettre de motivation, on le voit de moins en moins en termes de pratique RH. Et il y avait par contre, il y a 2 questions que je voulais vous rediriger, Imran et Jean-Michel. Ce serait bien d'avoir vos points de vue par rapport à vos retours à vous. Une question sur le full remote. Une question qui revient beaucoup, d'ailleurs, de plus en plus, la période post-Covid, bien entendu, et la question sur les temps de passage, entre guillemets, pour être freelance, etc. 2 questions qui seraient intéressantes d'éclairer de vos points de vue à tous les deux. Alors, Je- moi, je- je Vas-y, vais Michel, répondre vas-y. je vais répondre à la partie full remote. Euh, si c'est une fin en soi de se dire je vais travailler de chez moi full time dès le démarrage, je vais être très sincère sur le sujet. C'est pas l'orientation. Vous allez travailler dans une équipe, donc il peut y avoir des opportunités en full remote, mais de moins en moins en fait. Il y a eu une grosse phase avec le Covid et ainsi de suite, mais c'est terminé. Et aujourd'hui, la dynamique d'entreprise fait que on veut voir les gens, on travaille en équipe, on est solidaires les uns des autres, et donc le full remote comme prérequis va complexifier fortement les recherches d'emploi. Il ne faut pas que ça soit un frein. Après, il faut être clair avec soi-même. On va travailler dans une équipe, donc si c'est pour travailler de chez soi, c'est qu'on n'est pas, on n'est pas dans la dimension de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose, là, en tant que recruteur, qu'on ressent vite. Claire. C'est clair. Si ton objectif principal, c'est d'avoir du full remote, c'est clair que tu vas avoir beaucoup de mal à décrocher ton job ou ton premier job, etc. Et en plus de ça, il faut savoir une chose, c'est qu'avant le Covid, le remote, c'était un terme qui n'existait même pas en France. C'est-à-dire que même moi qui ai bossé à l'étranger, c'était une pratique qui était un peu plus acceptée. Mais en France, quelqu'un qui avait ne serait-ce qu'un jour de remote dans la semaine, c'était le roi, hein. Quand on était sur un plateau, et dans les différentes équipes agiles, en général, c'est les développeurs qui avaient le droit du remote. Et en général, c'est le vendredi.
D'accord? Et en général, c'était des personnes qui avaient déjà négocié leur remote en amont, etc. Donc, c'était très compliqué. Le Covid est venu un peu rabattre les cartes, et donc ça a continué. Mais aujourd'hui, les gens ils pensent que le full remote, c'est un acquis ou c'est un droit. Non, c'est pas ni un acquis ni un droit. C'est-à-dire que c'est vraiment le client qui décide au final si vous aurez le droit du remote, du full remote, du mi-remote, enfin, peu importe. Et effectivement, ça tend à ce que ça, ça, ça baisse. En tout cas, du full remote, c'est très compliqué, je pense. Après, peut-être du remote Moi, partiel. sur les 50 derniers dossiers qu'on a traités, 0 en full remote, pour être très Full concret. remote, full remote, c'est compliqué, très compliqué. Parce que même aujourd'hui, même quand vous avez du full remote, ils vous disent quand même de passer euh, pour les meetings, pour les rétros, etc. Donc, c'est pas vraiment du full remote. Mais oui, c'est de plus en plus rare. En tout cas, même nous, hein, on reçoit les offres. Et même pour les Voilà. experts, hein, ce n'est pas forcément une question d'être débutant, hein, mais c'est d'autant plus dur quand on est débutant. Et je reviens juste sur ce que disait Domingo tout à l'heure, c'est que justement sur les conditions de la formation, ainsi de suite, c'est aussi lié aussi au comportement de certains, hein. Je ne dis pas que la personne qui a posé la question est dans ce mining-là, hein, il n'y a pas de jugement, mais c'est que clairement, on paye aussi sur la partie remote les pots cassés pour ceux qui n'ont pas compris que le remote voulait dire travailler à la maison. Et donc, quand on travaille à la maison, c'est pas on garde les enfants, c'est pas on a des horaires un peu décalés parce que ça nous arrange parce qu'en fait, on n'est plus dans la symbiose de l'équipe. L'équipe, elle travaille avec des horaires. En remote, on travaille avec les mêmes horaires pour pouvoir correspondre et pouvoir travailler avec eux. Et par expérience, il y a des entreprises qui en veulent plus parce que les gens faisaient peut-être leurs horaires, mais des horaires décalés, ce qui pénalisait le travail d'équipe. Donc, C'est vrai. donc Et c'est, je vais compléter par une chose très, très importante pour que vous compreniez vraiment que euh, pourquoi ce métier, c'est un métier passionnant. Et pourquoi moi, ce métier-là, j'ai fait ce métier-là je suis resté 10 ans dans ce métier-là, et puis après, on a créé les premières ESN, etc., etc. Mais pourquoi on a créé aujourd'hui, moi, euh, j'ai pas vraiment le temps de gérer une communauté de 1500 membres aujourd'hui sur Café Crème. Mais c'est un truc qui me passionne. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est quand vous sortez de formation, un testeur, c'est un ingénieur. Et ça, c'est important de le mettre en tête. Pourquoi? Parce que lorsque vous passez vos entretiens, souvent, on n'est pas en position de faiblesse. Sachez une chose, c'est que vous êtes en position de force vis-à-vis d'un recruteur. D'accord? C'est pas comme les autres métiers que on a pu faire auparavant. Auparavant, vous savez, quand moi j'étais dans la banque ou dans d'autres domaines sur lesquels j'ai exercé, quand je recevais un entretien, j'étais en panique. J'étais là, oui, bonjour, tu sais, j'avais peur. Parce que je me disais que la place était pour moi et si je réussissais pas l'entretien, c'était cuit. Dans le test, bien sûr, je suis là pour réussir mon entretien, mais je suis en position de force. C'est-à-dire que quand il m'appelle, il cherche à avoir un expert au bout du fil. D'accord? Donc, je me mets en avant, je montre que c'est moi que tu vas me prendre. C'est moi que tu vas prendre. Et s'il ne te prend pas, d'accord, je vais le relancer. Et moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Et toutes les personnes avec qui j'ai bossé, c'est le mindset qu'on a inculqué, c'est je suis en position de force. Parce que la demande la demande est importante, l'offre aussi de plus en plus, mais la demande reste importante. Donc, si on a, la dernière fois, j'ai eu quelqu'un, qu'on a fait l'event Domingo, une personne qui m'avait interpellé, qui m'avait dit, je comprends pas Imran, je trouve pas. Et je lui dis, mais combien d'entretiens, je raconte souvent, hein. Il m'a dit, mais j'ai dit, mais combien d'entretiens tu as passé? Il me dit 15. 15 ou 16, je sais plus. Et je lui dis, mais t'imagines, tu as eu 15 personnes au bout du fil pour décrocher un job. Je dis, mais quel métier d'aujourd'hui te permet d'avoir 15 entretiens après avoir passé une formation reconversion en 3 mois, d'avoir 15 possibilités d'avoir un job? J'en connais aucun. Aucun job. Bon, bien évidemment, hors IT, hein, hors informatique, parce qu'effectivement, le développeur et tout, il aura aussi. Mais après une formation de 3 mois, j'en connais pas. Donc, c'est ça que je vous dis. Donc, mettez-vous en tête que vous êtes en position de force. Vous devez travailler votre storytelling. Vous devez travailler votre branding personnel. Vous devez continuer à vous former, même après la formation, 3 school ou autre, mais vous devez continuer à vous former. Et ça, c'est la base de la réussite. Je m'arrête là. J'ai une question qui revient souvent. Du coup, elle est pour vous trois, qui est quels sont les prérequis pour être un testeur logiciel? Ça, je dirais que justement, Imran en a parlé, on en a parlé. Donc, les prérequis, c'est la motivation. Déjà, le premier prérequis, c'est la motivation.
Voilà, il faut, comme disait Domingo tout à l'heure, il faut s'intéresser et comprendre un petit peu quel est le métier du test. Donc, je pense qu'on en a expliqué un petit peu une partie, hein, et vraiment une infime partie de ce que c'est. Mais il faut être motivé. Parce que je réponds à plusieurs questions par rapport à ça sur les prérequis techniques. Est-ce que je dois avoir des connaissances en informatique avant d'intégrer la formation en reconversion? Pas forcément. Par contre, ce qui est certain, c'est que pendant la formation, il va y avoir de la sensibilisation. Et au-delà de la formation, il faudra, c'est ce que je dis généralement, c'est qu'il ne faut plus que l'ordinateur, l'informatique, soit quelque chose qui vous fasse peur ou il faut que vous soyez à l'aise avec l'outil informatique à la sortie de la formation, parce que quand vous serez en mission et qu'on va vous demander de lancer un navigateur, qu'on va vous demander de taper une URL et qu'on va vous sortir certains mots-clés, il faudra être à l'aise avec tous ces concepts-là. Mais ça, c'est durant la formation que vous aurez tous ces éléments de réponse, mais aussi à titre personnel, parce que ça a été dit plusieurs fois, il faut s'investir, il faudra être curieux, il faudra aller lire des forums, il faudra aller regarder ce qui a été écrit sur différents groupes LinkedIn ou autres. Il faut s'investir. Donc, le véritable ingrédient, parce que franchement, moi, dans la reconversion, j'ai vu différents types de profils arriver et ce n'est pas la personne qui est la plus qualifiée en entrée qui va avoir la meilleure mission à la fin. Et ce n'est pas la personne qui avait zéro compétence au départ qui ne va pas bien s'en sortir à la fin. Il n'y a pas de règle en soi. Parce que généralement, peut-être que la personne trop qualifiée va prendre la formation en dilettance au départ et ne va pas se mettre dans le rythme et va avoir plus de difficultés à suivre, et que la personne qui a des difficultés va rentrer dedans à fond et être super motivée et complètement décollée à la fin. Donc, moi, la règle essentielle, c'est la motivation. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont motivés. Ça, c'est voilà. Donc, peu importe ce que vous faisiez avant, si vous regardez les choses un petit peu au préalable et que vous rentrez dans la formation, que vous mettez vraiment dans un cadre de formation, quand vous êtes chez vous, parce que je parle très concrètement, mais quand les formations, il y a des modules qui sont faits à distance et ainsi de suite, quand je suis à distance, je suis au travail. Je ne suis pas en garde d'enfants, je ne suis pas en train d'aller faire mes courses, je ne suis pas en train de faire à manger. Je suis dans ma formation, et quand ma formation se termine, les heures de formation, à titre personnel, je vais continuer de m'investir. Imran, Domingo, Pierre et moi en l'occurrence, je peux vous jurer que quand notre journée de travail elle est terminée, on continue de faire de la veille, on continue de se documenter, et c'est ce qui fait que chacun d'entre nous a évolué sur différents axes. On est 3 profils différents, enfin 4, et on a chacun des profils différents par rapport à nos affinités, mais ce qui a fait notre évolution, c'est nos missions, mais c'est surtout notre investissement à côté et notre curiosité sur certains axes. Donc, c'est ça qui va compter par rapport à vos évolutions. Et je ne sais pas s'il y avait d'autres questions qui revenaient souvent. Il y a une dernière question. Je pense qu'il y a une dernière question qui me plaît beaucoup, et on va malheureusement devoir clôturer sur celle-ci. Pierre, je te ôte les mots de la bouche. Il y avait une question qui est revenue, et je pense qu'on peut la généraliser sur la part des femmes, la part de la représentation féminine dans l'IT, et j'ai allé plus loin, la diversité dans l'IT en réalité. Parce qu'en réalité, si on parle sinon de discrimination, entre guillemets, on peut parler autant d'un point de vue diplôme, d'un point de vue genre, d'un point de vue diversité origine, diplôme, etc., quoi. Donc c'est plus la question est plus générale. La diversité dans l'IT aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites en réalité, Jean-Michel, par rapport à ton retour, ou Imran, comment vous la voyez? Mais plus discriminant qu'en d'autres secteurs d'activité, ou au contraire, peut-être la charte de la diversité? Est-ce que, voilà, un petit mot là-dessus pour conclure. Moi, je vais te raconter une anecdote très, très simple. Moi, quand je suis sorti du domaine bancaire, d'accord? Donc, la banque, costume, cravate, tout ça, tout ça. Mon premier entretien de test, il se fait chez zut, l'équipe. Il se fait chez l'équipe. En fait, c'est un sous-traitant de l'équipe, mais j'ai plus le nom. Bon, c'était les bureaux de l'équipe à Issy-les-Moulineaux. Donc, je vais à l'équipe, et moi, j'arrive en costume, ça, cravate, machin. Premier entretien. Et le commercial, en moi, il me dit t'es stressé et tout? Je dis non, non, je suis pas stressé, mais bon, ouais, c'est mon premier entretien. Il me dit enlève ta cravate. Je dis bon, bah, ok. Je enlève la cravate, il déboutonne les boutons et tout. Vas-y, mets-toi à l'aise. Je dis, mais j'avoue, je suis pas à l'aise. Il m'a dit viens comme tu es et tout. Donc, je commence à laver les boutons et tout. Je lui dis, mais c'est bon et tout, c'est pas. Si ça le fait, il me fait ouais, mais t'inquiète, mais ça le fait. Mais c'est ton premier entretien ou quoi? Je fais non, non, j'ai déjà passé des entretiens. Il fallait que je monte. Hein. Faut pas dire que j'étais un novice dans le truc, sinon il m'aurait pas pris. Donc, je marche dans le couloir. Donc, il y a les open space à droite, à gauche, là, enfin, les gens qui travaillent. Et je vois des jeunes, je vois des vieux, je vois du
métissage, je vois tout. Et là, je m'assois dans la salle pour passer l'entretien. Donc le commercial, il sort, il me dit, attends-moi ici, j'attends. Là, il y a un mec qui rentre dans la salle, qui a une espèce je sais pas, c'était un, je sais plus c'était quelle origine, mais il parlait pas bien français. Il se pose devant moi, il me dit, ça va, tu vas bien, t'es prêt? Je dis oui, j'attends j'attends le CTO, c'est le CTO et le responsable de test qui devait me recevoir. Et moi, je ne sais pas ce que c'était un CTO, hein. Et moi, je dis le terme parce que c'est le terme qu'on m'a dit de dire. Donc, les gars, ils s'assoient en face de moi et c'était pareil et tout. Et un autre gars, il arrive, pareil, pas rasé, etc. Il se pose devant moi et là, je dis, en fait, là, la salle est réservée pour un entretien. C'est moi, je dis ça, il me fait, l'entretien avec qui? Et moi, je sors le nom. Il me dit, ben, c'est moi et lui. Et je fais, ah, je suis d'accord, excusez-moi et tout, je sais pas quoi. Et là, comme ça, il arrive, il venait fumer sa clope, il arrive, il dit, ah, excusez-moi pour les retards. Et tout de suite, tout le monde se tutoie. Et je dis, attends, c'est quoi le délire là? On passe l'entretien. À la fin de l'entretien, le gars, il me dit, on te donne ta réponse le lendemain. Il me dit, je te présente les équipes. Et là, il me présente des équipes, donc les équipes que je voyais que on est passé, en fait, hein, les jeunes, etc. C'est l'équipe avec qui j'allais bosser. C'était un métissage que j'avais jamais vu auparavant dans le domaine de la banque. Des jeunes, des vieux, des femmes, enfin, bref, de tout. C'est là que je me suis dit, ce domaine-là, et je suis resté 10 ans, hein, ce domaine-là, il donne accès à n'importe quel type de profil. Et vraiment tout, hein. Ne serait-ce que dans le développement, chez les développeurs, vous trouvez tout. Vous trouvez de tout type de profil. Les geeks que vous pensez avoir vu dans les émissions, dans les séries américaines, etc. Du gars qui est à fond dans la crypto, du gars qui est complètement skater en mode surf et il arrive au bureau comme ça. Moi, j'ai vu de tout dans ce domaine-là. Et c'est la force de l'informatique, c'est que c'est vraiment comme McDo dit, venez comme vous êtes. Ben, ça, c'est pas chez McDo, c'est aussi dans l'informatique. Après, ça dépend bien sûr du client, etc. Mais là, je vous parle de domaine un peu plus global et général. Je suis tout à fait Jean-Michel. d'accord je suis tout à fait d'accord avec toi, Imran. Franchement, en termes de métissage, pour être très clair, on peut tomber sur des sociétés ou des managers un peu couillons, mais franchement, il y en a de moins en moins. Et pour répondre à la question des femmes, alors c'est vrai que le métissage, on va dire, est vrai, mais dans l'IT, de toute façon, il y a une vraie pénurie de femmes et généralement, voilà, on voit la proportion, elle reste classique. On est sur du 30% de personnes, de consultants de sexe féminin pour 70% de consultants en sexe masculin. On retrouve beaucoup plus de femmes côté PO et côté test que côté dev, mais on est quand même sur des proportions qui ne restent pas forcément encore idéales par rapport à l'égalité. Donc, si vous êtes une femme et que vous êtes intéressé par le test, et je ne dis pas que c'est un critère qui peut faciliter le recrutement, mais ça ne sera pas du tout de toute façon, il n'y a pas de critère discriminant en fait. Voilà. Et sur la partie diplôme, ce que disait aussi, c'était toi, Imran, qui en parlait sur la partie vous êtes ingénieur. Moi, je suis moins sur le côté ingénieur, vous êtes des consultants en fait. Vous êtes des personnes qui apportent une expertise sur un domaine particulier. Dans certains domaines, la banque, la finance, l'assurance ou le domaine public, on va regarder le diplôme, mais ça représente un pouillème des secteurs d'activité dans lesquels vous pourrez atterrir. Dans l'e-commerce, on ne regarde plus le diplôme. Ça peut être quelque chose qui va être en question, mais clairement, voilà, il n'y a plus de prérequis comme on pouvait avoir. Je vais juste accentuer un point par rapport à ça. Par contre, il y a un point qui est important, c'est de travailler vos CV. Dans le sens où je suis testeur, j'envoie un CV qui contient plein de fautes, ça peut faire réagir en face. Donc ça, c'est des points d'attention. Voilà, c'est terminé. Merci Jean-Michel. Merci à tous du coup pour votre intervention. Donc là, je vous mets les différentes actualités des différentes entités pour ceux qui souhaitent avoir les actualités de chaque entité et être à jour de ce qui se fait, les événements, donc tout ce qui va être date de formation, les événements chez Café Crème et Océane Consulting. Vous pouvez scanner le QR code et également les suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou encore YouTube. Merci Pierre. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous. Bon courage. Au revoir. Au revoir.